Oui, Arnaud. Je vais juste démarrer en faisant une petite remarque. Tu m'as beaucoup intéressé, puisque tu as dit que c'est très beau. Mais on trouve chez Benveniste une étymologie très intéressante. La règle, le mot règle vient de radical règle. Et il le met en rapport avec un verbe qui est orego, qui veut dire tendre vers violemment. Alors, la modification postérieure de ce orego a donné le rex, le roi, la regio, ce qui est gouverné par le roi, la règle, la direction, recht, le droit, etc. Donc il y a là une tension extraordinaire entre deux choses qui sont complètement différentes. Oui. Le désir, et puis la règle, finalement, complètement rectiligne. C'est très bien. Ouais. Oui, Michel Collot. Un peu dans la lignée de ce qui vient d'être dit, j'aimerais, si tu peux, que tu reviennes sur cette distinction entre la règle selon Ponge et Malherbe et la règle selon Michel, parce qu'en effet, on peut penser que d'un côté, on est dans la réaction, dans le cas de Ponge et de Malherbe, alors qu'on est plutôt du côté de l'orego, du côté de Jean-Paul Michel. Alors peut-être l'opposition pourrait être un peu nuancée selon les textes aussi de Ponge, parce que alors il y a deux références qui me viennent, celle que j'ai citée et qu'il reprend à son compte de Henri Malvinet, le classique n'est que la corde la plus tendue du baroque, qui semblerait donc faire de la règle classique une sorte de tension finalement, encore. Et puis, je crois, une citation de Braque, qu'il aime aussi beaucoup, qui peut aller dans l'autre sens. J'aime la règle qui corrige l'émotion. Tout en soulignant le fait que pour Ponge aussi, la poésie est liée à l'émotion et qu'il entend bien le mouvement dans cette émotion. Donc, à la fois, c'est très juste de les distinguer et en même temps, il ne faudrait peut-être pas aller jusqu'à les opposer. Oui. C'est que et je savais que cette partie de mon exposé allait susciter des commentaires. D'abord parce que j'ai pris une citation du poète et en fait c'est une sorte de contrepartie, de contrepoint plus qu'autre chose. C'est pas un jugement. Et puis voilà, pour moi j'ai pris ça comme exemple, mais d'une manière très ponctuelle. Alors, je ne pense pas qu'on a à défendre Ponge ou Malherbe, parce qu'il y a là, dans chaque œuvre, il y a une véritable complexité. Il n'y a pas non plus à les attaquer. C'est-à-dire il n'y a pas lieu de les défendre de je ne sais quelle accusation, et non plus il n'y a pas lieu de les poursuivre de je ne sais quelle suspicion. La citation que vous avez faite, même si je puis dire un tout autre enjeu, ce qui était comparé, c'était deux modalités de l'usage du poétique. Dans un cas, le pari sur ce que j'appelais entre guillemets un monde, plutôt qu'un principe. Et je disais, Malherbe ou Ponge sont plutôt du côté de la poésie comme principe à activer, alors que je prenais l'exemple de Dante, dont le staccato, disais-je, par sa physique granuleuse et sonore, était plutôt du côté du surgissement d'un monde, de l'éveil d'un monde. Et en vérité, j'aime tout autant la règle qui corrige l'émotion que j'aime l'émotion sans laquelle il n'y a pas de poésie du tout. Mais l'émotion sans la règle d'aucune façon, cela ne peut faire non plus quoi que ce soit en poésie. Ce serait simplement un pantellement qui ne ferait d'aucune façon œuvre. Et donc l'opposition qui était faite là n'est pas au fond une opposition, c'est plutôt une différence de registre et une différence de modus operandi. Il y a, contrairement à la certitude contemporaine qu'on peut se tirer d'affaire avec quelques idées en poésie, je prenais l'exemple de Dante,
chez qui la chair de la vocalité, la granulation phonétique, syllabe à syllabe, fait le vers et fait monter le poème comme tel, par opposition à toute espèce de proposition simplement logique. Ce pourquoi était opposé d'un côté le poème comme monde, et comme surgissement d'un monde, comme puissance de surgissement d'un monde, et d'un autre côté, le poème comme énoncé, ou lieu d'une énonciation, ou d'une régulation, enfin, etc. Donc, il n'y a pas pour moi d'hostilité du tout, hein, à l'égard ni de Ponge, ni de Malherbe. C'est Ponge qui dit « La poésie a besoin de héros et de saints ». Pas de petits phraseurs qui font des syllogismes. Voilà. Bon, et quant à Malherbe, chapeau. Salut Malherbe. Oui, Guillaume Pigeard de Gobert, deux remarques. Une remarque, puisque là je me fais juste le porte-parole de Jean-Paul Michel, puisque je l'ai entendu dire une fois qu'il avait une admiration infinie pour le Malherbe de Ponge. Absolument. Bon. Absolument. Deuxième chose, une remarque aussi en vous entendant, je me disais que dans la généalogie que vous retracez, qui va de l'Ancien Testament à Hawkins, et peut-être même jusqu'à Ponge du coup, moi je pense à quelqu'un que Jean-Paul Michel cite, même si c'est de manière très masquée et puis qu'il connaît évidemment bien, qui est un philosophe-poète. Le premier philosophe qui est un grand poète, c'est Parménide. Le grand poème de Parménide accorde un rôle poétique et ontologique central à ce qu'il appelle Diké, la justice. Et là où c'est très intéressant, c'est que Diké, dans le poème de Parménide, peut se comprendre comme cette idée que dans la recherche de la vérité, ce n'est ni le verbe ni la pensée qui ont l'initiative. Il dit d'ailleurs, il faut dire et penser, être et ne pas être n'est pas. Il faut dire et penser. Et ce il faut, c'est vraiment la loi. C'est la loi de l'être qui s'impose au verbe et aux pensées. Et du coup, je pense qu'il y a quand même là quelque chose d'indissociable entre poésie et justice, qui est vraiment central dans le poème de Parménide, qui est tout à fait structurant, et qui apporte plus que de l'eau à votre moulin, qui va vraiment dans votre sens, je trouve. Très bien. Merci. Susan Howard, pour faire une relation justement avec le colloque Barthes, on peut trouver chez Barthes, un des derniers essais de Barthes, c'est Comment vivre ensemble, une très belle description de la règle comme structure plastique justement, flexible, absolument pas destructrice, mais tout à fait créative, et en opposition avec le règlement froid, mécaniste, etc. Donc, j'ai beaucoup apprécié votre élégante lecture et ce petit commentaire en relation avec ces... Merci. Pour prolonger ce que dit Suzanne, pour revenir... Françoise Nicole, pour revenir à Braque. Braque sont des propos de peintre. Moi, j'y reviendrai, mais la règle, à d'autres moments, il évoque comme le premier instrument du maçon. Non pas celui qui construit, mais celui qui bâtit. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pas un impératif abstrait, c'est tout simplement le bâtir contre le débordement de l'émotion, dans la tension avec l'émotion. Oui. Bah, ce qui m'a frappé aussi dans l'œuvre de Jean-Paul Michel par rapport à la règle, même par rapport au jugement, il y a quelque chose de... Ce ne sont pas forcément des règles raisonnées. Il y a quelque chose de profondément viscéral, instinctif, hein, et qui procède toujours de l'être, de l'éclat de l'être. C'est une réponse instinctive, hein, mais qui, après, devient loi.
Et il y a même une sorte de déconstruction de tout ce qui est jugement et la figure même du juge. Ce que j'avais cité en tête, la règle arbitraire, élue parce que non nécessaire, c'est le salut. Alors on passe de l'arbitraire à la nécessité, mais instituée par l'être. Avec l'idée d'une responsabilité dans le choix de la règle. Parce que tout est là. Quelle est la différence qu'il y a entre la règle, au sens où je pense que le poème a véritablement à tâche de l'instituer, vous voyez, d'œuvrer à la faire valoir. Quelle différence y a-t-il entre la règle et le règlement, au sens où Barthes les distingue? C'est précisément l'un est d'ores et déjà constitué, tandis que l'autre est une pure virtualité de désir. Oui, oui. Et qu'on peut appeler aussi bien un désir d'ordre, hein, mais peut-être d'un ordre impossible. Cela ne procède pas seulement du goût du désordre. Et dans cette pulsion régulatrice, peut-être d'une régulation d'ailleurs peut-être impossible, mais la pulsion régulatrice demeure et tente de se faire valoir comme telle. Mm-hmm. Et je suis d'accord pour dire qu'il y a là-dedans quelque chose d'instinctif, si on veut, ça ne me gêne pas du tout, mais au-delà de cet instinct, pour un certain qu'il soit, est la véritable loi du poème, en vérité. Il y avait Eric et ensuite Eric Dazan. Ce qui est intéressant dans ton exposé sur la justice, c'est qu'en fait, il fait apparaître clairement l'importance de la notion de sujet, du retour au sujet. Hier matin, Michel Collot évoquait ces deux moments autour des années 80, un moment formaliste, et puis retour à la réalité extérieure en quelque sorte, l'extraversivité. Je vois Michel que je vais un peu vite, aussi selon. Mais il y a aussi, avec son retour à l'extériorité, il y a un retour au sujet, et ce qui est assez étonnant dans le cas de Jean-Paul Michel, dans sa poésie, c'est qu'il n'est pas le seul à y revenir finalement, mais il y revient en des termes qui sont étonnants dans le sens où il le remet au centre de la question du sujet, la notion de volonté, pari, responsabilité, d'énergie. Et donc la règle devient quelque chose d'important dans le sens où il s'agit pour chacun d'entre nous, le lecteur, l'auteur, le citoyen, on peut dire comme on veut, de fonder un possible, et de tenter de le fonder avec les autres, ce qui est très difficile. Donc en fait, ce retour au sujet est foncièrement politique, il est ancré dans la problématique du langage, et je comprends qu'on puisse l'associer à tout, finalement, parce que j'ai l'impression que le sujet tel que l'œuvre de Jean-Paul Michel le promeut, je ne sais pas, le terme est malheureux, mais il a peut-être à voir avec le sujet pongien, qui lui-même est fasciné par Malherbe, et qui est aussi travaillé par le désir, et l'impossible aussi. Le texte pongien, je vous appelle à parler de Michel Collot, mais c'est un texte qui ne peut pas avoir de fin. S'il est dans un mouvement perpétuel, qu'est-ce que du désir, etc. Donc la règle, c'est plus d'exister en tant que sujet. La règle fondamentale, c'est de prendre le risque d'être sujet. Sans être certain d'y parvenir, parce que d'abord c'est sans fin, c'est quand la mort intervient. C'est pas une question, c'est une... Oui, mais encore, par rapport à cette notion du sujet, la règle, je pense qu'on pourrait la rattacher à ce que le poète appelle son émotivité excessive, à laquelle il faudrait justement imposer la règle. Et bon, j'ai pensé à une formule, je ne sais pas si ça fonctionne bien ou pas, mais traduire en justice une émotivité excessive pour parvenir à une écriture juste, à une juste écriture. Pour moi, c'est un peu le processus. Oui, je pensais en écho finalement
à ces questions qui mettent en rapport éthique et poétique, que cette tension entre un ordre et une impulsion qui serait en jeu dans l'invention perpétuelle de la règle, finalement. Bon, elle a, me semble-t-il, une traduction en termes de poétique dans la notion de rythme. En rappelant une fois encore la définition pour moi finalement indépassable de Platon, l'ordre du mouvement. Taxis, si je ne m'abuse. Et ce qui est intéressant, c'est, alors d'une part, bon, par rapport aux étymologies qui ont été évoquées, Benveniste aussi, lorsqu'il fait l'analyse du mot rythmos, il met l'accent sur cette combinaison de ce qui est fluent, et thmos, qui est la mise en forme du fluent. Mais sans que jamais, évidemment, cette mise en forme soit un emprisonnement justement dans une règle fixe. Ce qui nous conduirait vers les discussions autour du maître et du rythme. Et alors, pour dire que, quand j'ai entendu Jean-Paul Michel lire ces poèmes, on avait vraiment l'impression d'une règle incarnée, c'est-à-dire que ce rythme n'était pas du tout, évidemment, celui de la versification régulière justement, mais qui trouvait au fond sa scansion dans le mouvement même de l'écriture, et je dirais aussi incarné dans l'existence et dans le corps. Et je trouvais ça très beau. Je trouvais ça très beau comme illustration de ce qu'est un rythme en poésie, en musique aussi, parce que, bien entendu, si le musicien se fiait aux barres de mesure, jamais il ne jouerait une phrase musicale. Donc c'est un peu la même chose. Et je crois vraiment que la lecture était, de ce point de vue, une manière de donner à entendre cette tension qui fait qu'il y avait une grande rigueur dans cette lecture, et en même temps une grande ferveur, une grande dynamique de cette lecture. Tout à fait. J'aurais une petite question qui pourrait paraître mesquine à certains égards, mais elle concerne un peu les rapports entre justice et justesse. Un des premiers principes de la justice des hommes, on m'avait enseigné ça pendant mes études ratées de droit, c'est qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, si on procède de cette maxime-là, on pourrait d'abord se poser la question de la juridiction du poème face à l'impossible, qui prend l'impossible en face à face, et puis aussi peut-être poser la question de l'utilisation de la métaphore théorique de la justice et de la loi dans le contexte d'une poétique générale. Mais disons, c'est un peu terre à terre, mais l'idée que l'impossible est justement ce qui est exclu de toute considération de justice quand il s'agit de rendre ou de procéder à un acte de pouvoir représentant la justice pour les autres. Mais moi personnellement, je vois dans l'œuvre une inversion de ce raisonnement. Justement, la loi est là à cause de l'impossible. L'impossible, on est tenu. Oui. La poésie est tenue à l'impossible. L'impossible, la somme de répondre à de l'impossible. Et ce n'est que devant l'impossible qu'elle a lieu d'ailleurs de se présenter, sinon la loi suffirait, au sens des lois positives. À l'impossible, nul n'est tenu dans la sphère du droit positif, c'est tout à fait intelligible. Oui. Celui qui doit se référer à un code pour trancher d'un débat qui doit être assorti d'un jugement et d'une peine, celui-là, évidemment, n'est pas tenu à l'impossible. Il doit strictement s'en tenir au possible, et ce n'est que dans le champ du possible, de la réglementation, qu'il lui est possible d'agir. Et la poésie commence justement au-delà.
C'est-à-dire que le poème n'a lieu d'être qu'au-delà du règlement. Donc à ce moment-là, juste pour être un peu provocateur, pourrait-on se demander si justement le domaine de la poésie n'est pas l'injustice radicale de cette injonction à l'impossible? C'est là peut-être que, disons, il faut peut-être penser ce que, d'une façon provocatrice de ma part, j'appelle une loi. Parce que lorsque je dis de Hölderlin est pour nous la loi, cela ne signifie d'aucune espèce de manière qu'il s'agit d'un règlement ou de quelque chose qui puisse être administré par une cour souveraine. Cela signifie que précisément la sorte d'injonction à quoi nous sommes sommés de répondre commence lorsque toutes les cours ont déjà parlé. Et de ce point de vue, on peut discuter en effet du champ de signification du mot justice. Mais à mes yeux, la poésie est la dernière justice. C'est-à-dire la justice dont on disait autrefois qu'il fallait nécessairement qu'elle soit supérieure à la justice des juges pour que l'on puisse juger de ce qu'il en était de la justice des juges. Si je n'ai pas une idée de la justice qui soit plus élevée que celle dont peuvent faire profession les juges, je n'ai aucun moyen de juger de ce qu'il en est de la justice possible du juge. Bon, et c'est là que le poème est le dernier point possible, du pensable et du dissible. Mais je ne dis pas que le dissible du poème soit le dernier mot, ni même qu'un dernier mot soit possible. Je dis seulement qu'injonction nous est faite de ne pas nous réfugier derrière le règlement. Et pour vous, il faut penser ça dans une continuité et non dans une sorte de rupture avec cette autre juridiction. C'est-à-dire que les deux champs n'ont pas du tout la même extension. Le champ de l'impossible dont nous faisons état déborde de toutes parts la totalité des champs de la législation possible. La législation possible, d'ailleurs, bute elle-même sur de l'impossible. Et lorsque les juges disent à l'impossible nous ne sommes pas tenus, ils reconnaissent l'exiguïté de leur champ d'exercice possible, de leur faculté de juger. Mais ce à quoi nous avons affaire dans l'existence, c'est tout autre chose. Et c'est là que la poésie est le dernier mot possible. Alors ce dernier mot n'est peut-être pas un dernier mot pour personne et jamais. Ce pourquoi c'est plutôt d'une injonction qu'il s'agit, et cette injonction est sans fin. Et je ne vois pas que depuis le premier mot des hommes jusqu'au dernier mot concevable, il puisse en aller autrement, ni d'une façon beaucoup plus heureuse pour quiconque. Évidemment, la poésie est la dernière justice possible. Dante dit la justice, non pas comme un juge, mais comme la poésie peut le faire. Come il fantolin cor la sua mamma, così gridai con la faccia levata. Voilà. Eric avait une question. Je vais répéter ce qu'a dit Jean-Paul Michel d'une façon différente. On peut répondre en tant que professeur de droit que le seul domaine du possible ne suffit pas à fonder un sujet. Peut-être le sujet n'est fondé que dans son rapport à l'impossible, lequel lui permettra un retour en rapport au droit. Le sujet de droit n'est pas un sujet. Enfin, n'est pas un sujet suffisant. Je ne peux pas dire comme ça, c'est un peu radical. Je suis désolé. Donc, d'où le fait que la poésie est un acte, l'acte de parole qui est au cœur de la poésie, l'acte de poésie qui est au cœur de tout acte de parole est un acte fondateur parce qu'il permet le sens, y compris dans le quotidien et dans la diction de la justice, telle que les hommes peuvent, à un moment donné, tenter de l'instaurer. Sans quoi le juge ne peut pas juger. Oui, derrière. Antoine Masson. Donc, par rapport à cette phrase de la justice, d'abord, j'ai le sentiment que c'est quand même construit comme une dénégation, par l'impossible nul n'est tenu. Et je me demande si ça ne veut pas simplement dire que le droit positif, en quelque sorte, ne peut pas exiger de chacun d'être poète, en quelque sorte. Et donc, ça veut simplement dire qu'on n'est pas pénalement coupable
de ne pas avoir pu être le poète de son excès émotionnel. Je pense. Voilà une solution pour le plein emploi. Comment ? Voilà une solution pour le plein emploi. Mais Une nouvelle loi. n'empêche qu'être poète reste être le poète de soi-même, à mon sens, reste quand même une exigence de justice par rapport à soi-même que chacun a à tenir. Arnaud. Oui, là, il me semble que ça définit deux domaines qui sont assez largement distincts, c'est la légalité et la légitimité, ou encore le droit naturel et le droit positif. Et il y a comme ça dans l'histoire de la littérature des chocs frontaux entre les deux, par exemple Antigone et Créon, ce genre de choses. Si je puis me permettre, pour répondre à votre intervention, je dirais que pour donner des bâtons pour me faire battre, je dis que la poésie touche par quelque côté au droit. Et c'est avec une conscience parfaitement sacrée que je dis cela. Et pour la poésie, et pour le droit. Et pourquoi ? Bien parce que précisément, on ne sortira pas de cette dualité. Il faudra toujours administrer par la voie des droits positifs les problèmes comptables, et au-delà d'eux, il y aura toujours de l'inadministrable par ces voies. Si bien que le poème ne s'ignore pas un inconfortable voisin d'une inconfortable voisine. Oui, c'était juste pour dire que chez Ponge, la métaphore juridique, le procès, etc., est très présente, et que chez lui aussi, il y a la question du droit dans son rapport à la loi, évidemment. Et ce serait d'ailleurs intéressant parce que c'est très obscur et c'est très violent, parce que en même temps, Ponge met en scène, je dirais, l'inverse, c'est-à-dire la poésie comme coupable d'une certaine façon, ayant à être traduite devant une juridiction et ayant justement, puisqu'on parlait d'appel, à faire appel de cette condamnation pour réintégrer justement un ordre qui ne soit plus seulement un ordre juridique, mais un ordre de justice, de justesse. Ce serait un beau sujet d'ailleurs d'aller de ce côté-là et en effet tellement éloigné de certaines mêmes lectures de Ponge qui au contraire aurait tendance à faire l'impasse sur cette dimension juridique finalement. C'est une métaphore mais qui en effet engage toutes les questions qui ont surgi dans cette discussion. C'est juste dire que même dans le titre, défends-toi, beauté violente, il y a toute une mise en scène de la justice, parce que violence, voilà, et puis défends-toi, c'est traduit en justice, une sorte de provocation, mais aussi avec de l'humour, je pense. Et un qui ne manquait pas d'humour est aussi Malherbe, qui répond un poète est à peu près aussi utile à l'État qu'un bon joueur de quilles. Voilà. Sur ce, je vais proposer qu'on prenne donc une petite pause en remerciant Michael Brophy de nouveau de son intervention. Et, on reprend vers 11h15.